Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Jean-Pierre, fondateur de l'école de yoga Ekankar et enseignant de Kundalini Yoga. Kinésithérapeute et ostéopathe de formation, la pratique du yoga d'inspiration bouddhiste est devenue son chemin de vie principal. Mais comme il le dit si bien lui-même, Jean-Pierre a creusé un peu partout des puits pour étancher sa soif de connaissances et découvrir des yogas d'inspiration différentes. Il nous les partage en nous présentant le yoga du froid et ses différences avec le yoga Tummo, le yoga de l'éveil du feu intérieur. Nous discutons aussi du Kundalini Yoga, de comment cette pratique peut nous faire jouer avec notre énergie intérieure en la manipulant avec joie et félicité. Sa pratique s'est aussi cristallisée sur l'utilisation de l'outil du froid. Cet épisode, dont le thème central est le Yoga Tummo, souvent appelé en Occident yoga du froid et qui vise à l'éveil du feu intérieur, ne souffle pourtant pas le froid et le chaud. Jean-Pierre, avec sagesse et humilité, vient éclairer notre lanterne sur cette pratique, en élargissant sur bien d'autres aspects du yoga et de la vie. Un épisode simple comme de l'eau fraîche, dans lequel les propos de Jean-Pierre coulent dans les oreilles pour nous réchauffer le cœur de flammes humbles et douces. Et à l'heure où le podcast est diffusé, nous pensons bien fort à Jean-Pierre qui se trouve à Bled en Slovénie pour participer au championnat du monde de nage en eau glacée. Bonsoir Jean-Pierre, je suis enchantée de te recevoir. Tu es professeur de yoga, tu es fondateur de l'école de yoga Ekankar. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Écoute, déjà merci, merci Clairvy de m'inviter, ça me fait très plaisir. Mon parcours, je sais pas trop s'il y a un parcours dont je pourrais parler. Je peux en tout cas énumérer les quelques chemins, tu sais, sur lesquels je me suis aventuré. Certains font des chemins très divers, certains ont été très agréables avec de belles rencontres et puis de nombreux enseignements, et puis il y a d'autres voies qui m'ont mené carrément nulle part. En fait, j'ai touché à beaucoup de choses, mais sans rien approfondir. Je me reconnais d'ailleurs assez bien dans une histoire qu'a un jour raconté Amma dans un de ses satsangs. Tu connais Amma? Oui. Voilà, Amma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande sainte de l'Inde contemporaine. Et dans ce satsang dans lequel je me suis vraiment reconnu, elle parlait d'un gars qui, tu sais, un matin décide d'aller creuser un trou dans son jardin. Donc il sort avec ses outils, enthousiaste, il creuse jusqu'à midi, juste là à l'entrée du jardin. Et puis, ayant bien travaillé, il rentre, déjeuner, boire un coup. Il se repose aussi, il fait une petite sieste, et puis à nouveau l'après-midi il sort, il creuse un autre trou au fond du jardin cette fois-ci, puis le lendemain encore à 2 ou 3 reprises il sort, et juste pour creuser des trous à droite, à gauche. Et en fait au final, dit Amma, même après des semaines de travail, ce gars il n'a jamais trouvé de source, il n'a jamais trouvé d'eau. Et ça, c'est tout à fait moi. Plein de petits trous, et pas grand-chose véritablement pour étancher ma soif. Donc voilà, je suis très changeant, j'ai fait des études de kinésithérapie, c'est d'ailleurs maintenant mon activité principale. Après ça, je me suis tourné vers l'enseignement avec un master à la faculté de théologie en sciences religieuses. Ça m'a amené à enseigner un peu le catholicisme en Belgique, très peu d'ailleurs dans les lycées. J'ai ensuite rencontré le bouddhisme. Ça, c'est la plus belle de mes rencontres, dans la tradition tibétaine. C'est d'ailleurs un peu de ça dont tu voudrais qu'on parle, puisque je crois que tu souhaites qu'on développe la question du yoga Tummo. Je me suis attaché à un maître bouddhiste. J'ai fréquenté aussi beaucoup d'autres maîtres. J'ai beaucoup voyagé dans l'univers du bouddhisme. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule chose plus ou moins constante et fidèle dans mes démarches spirituelles.
Puis l'hindouisme est venu à moi avec de belles figures, hein, que j'ai eu l'occasion de suivre avec Amma, Sri Tatata, des voyages en Inde qui m'ont beaucoup apporté, la découverte de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Et puis, tu vois, pour dire que je suis changeant, pendant de longues années, je me suis plongé avec enthousiasme dans le judaïsme. Voilà, il faut savoir que mon épouse et puis certaines de mes filles sont juives, donc tu vois, je creuse des petits trous pas très profonds de ci, de là. Et maintenant, mes aspirations, mon cœur sont tournés exclusivement vers la pratique du bouddhisme tibétain et puis celle du Kundalini Yoga, selon les enseignements de Yogi Bhajan. Voilà, le Kundalini Yoga, je crois que tu souhaitais qu'on en parle aussi peut-être un peu. Voilà, c'est un yoga que j'ai découvert ici en France, hein, auprès d'un enseignant dans le sud de la France, quelqu'un de vraiment lumineux qui m'a éveillé, si on peut dire, à ce yoga très particulier qu'est le Kundalini Yoga. Et toi, Claire-Vie, dans tout ça, tu voudrais parler de Tummo, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un petit peu pour ça que je t'avais contacté. C'est parce que j'aurais aimé que tu nous présentes un petit peu ce qu'est le yoga Tummo, parce que tu l'enseignes dans ton école, je crois. Donc, si tu veux bien nous en parler. Oui. Bon, déjà, on va faire quelques précisions, hein. Je n'enseigne pas le Tummo, mais ça, on va y revenir. Et tu sais qu'en fait, je suis assez mal à l'aise, hein, de parler de Tummo. Et j'ai même réfléchi à deux fois avant d'accepter cette entrevue sur ce sujet. En tout cas, je suis toujours embêté de causer de Tummo quand il est associé à la pratique d'exposition au froid. Parce que perso, je n'appelle jamais un exercice d'exposition volontaire au froid Tummo. Je préfère appeler ça, par exemple, yoga du froid, tu vois, quand l'esprit du yoga est présent, mais pas Tummo. Donc ça, peut-être que ça mérite déjà quelques explications, hein. Tummo est issu et puis appartient à la tradition du bouddhisme tibétain. Tummo, d'ailleurs, tu sais, c'est un mot tibétain, hein, qui a été vulgarisé, hein, de nos jours, mais dont l'origine, il faut pas ignorer cette origine. C'est un mot assez difficile à traduire, hein, avec un champ sémantique plutôt large. On le traduit parfois par yoga du feu intérieur. Bon, ça, c'est une traduction assez complexe, hein, qui demanderait à justifier l'utilisation du mot yoga. Qu'est-ce qu'on entend par feu? Parce que la symbolique du feu, c'est vaste, hein. En quoi ce feu est-il à l'intérieur? Et puis, à quoi sert-il surtout, ce feu? Donc voilà, c'est pas simple. Mais bon, pour faire simple, hein, on pourrait juste se rattacher à l'étymologie du mot en indiquant que Tummo, la racine de ce mot fait référence à quelque chose qui est ardent, rayonnant, quelque chose qui est ardent, rayonnant et féroce. Voilà, voilà en essence ce que veut dire Tummo. Et Tummo, c'est un yoga très ancien. C'est une méditation qui comprend des postures, des exercices respiratoires, tout ça soutenu par un travail de visualisation. Tu sais, c'est des visualisations très complexes, très étoffées, parce que en fait, dans le bouddhisme tibétain, pratiquement dans toutes les pratiques, ces visualisations sont complexes. Et il faut savoir que dans le bouddhisme, Tummo est une pratique très avancée. Donc avancé, ça veut dire que c'est pas envisageable, c'est même pas possible, hein, de s'engager dans Tummo sans avoir réalisé au préalable un long parcours d'initiation et puis de pratique intensive. C'est même pas, c'est pas l'affaire de quelques semaines, hein, ou de mois de préparation, hein, comme préparatif. Il faut entendre une part importante de vie de préparation. Voilà. Donc, et c'est pour ça, hein, qu'on dit parfois que cette pratique est secrète, qu'elle n'est enseignée que dans l'intimité d'un maître et d'un disciple, ou bien dans de petits cercles de pratiquants très sérieux, très engagés. Et ces pratiques, ces enseignements sont en fait difficiles d'accès, hein. Et on dit aussi que ces enseignements sont cachés. Alors ils le sont, hein, mais pas parce qu'il y a un désir de les cacher, mais plutôt parce que ces enseignements ne se rendent véritablement visibles, accessibles, compréhensibles qu'à quelques personnes, hein, au terme d'une pratique assidue. Et bon, en ce sens-là, ils sont cachés, effectivement, ils sont secrets, quoi.
Sans les pratiques préliminaires, hein, Tumo ne se voit pas, quoi. Il se dérobe à la vue, tout comme d'ailleurs on pourrait dire que le soleil ne se voit pas quand le ciel est lourd et encombré de nuages. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte dans lequel je tiens à placer Tumo, ce yoga du feu intérieur, ou plutôt ce yoga de l'éveil du feu intérieur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça serait le lien entre le Tumo et les pratiques d'exposition au froid? Ben, il faut s'incliner, hein, devant le fait que ce mot Tumo est utilisé maintenant dans des contextes pratiques qui sont très différents de cette voie d'éveil que je viens de décrire. Pour revenir au bouddhisme tibétain, cette pratique de Tumo vise à, après je vais te parler de l'exposition au froid, mais la pratique de Tumo vise à embraser un feu intérieur, mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas là d'un feu commun qui réchauffe le corps, hein. Il s'agit d'un feu de sagesse, un feu qui s'élevant va consumer tout ce qui fait obstacle à notre santé fondamentale. Et ce travail, cette pratique, cette méditation, ce chemin qu'est Tumo permet de faire l'expérience d'états de conscience particuliers, permet de faire émerger ou bien révèle un état de joie, de béatitude. Ce feu entretenu permet de se familiariser avec un état de félicité, un état non duel, d'union, tu vois. Là, on est vraiment au cœur de la voie du yoga, hein, un état de plénitude, de clarté. Alors, c'est quoi tout ça? C'est quoi cet état? Ben, c'est qui nous sommes, hein, qui nous sommes en réalité, en vérité, Satnam. Tu vois, Tumo, c'est une pratique habile qui nous permet de nous familiariser avec nous-mêmes et qui nous amène à réaliser notre condition originelle, notre véritable essence. Mais si maintenant tu vas sur le web, tu vois qu'il existe sans aucun doute un Tumo moderne. Par exemple, si j'entre le mot Tumo sur Google, hein, ou dans un moteur de recherche, c'est peut-être quelque chose que tu as fait toi-même, hein, t'as même pas besoin de lire ce qui va apparaître, hein. Tu tombes sur des centaines d'images de gens qui sont immergés dans des bains de glaçons, ou bien dans l'eau d'un lac après avoir fondu la glace, ou bien en maillot de bain, tu sais, raquette aux pieds, comme ça, en train de randonner à moitié nu sous la neige, sous des rafales de vent glacé. Maintenant, on appelle ça Tumo. Moi, je le ferai pas, appeler ça Tumo, mais c'est commun de le faire. Et là, bon, là, je ne fais que remettre des choses un peu dans leur contexte. N'y vois pas de critique, hein, contre ceux qui enseignent ainsi, parce que toutes ces pratiques d'utilisation du froid comme outil sont excellentes, hein. Et je suis le premier à les promouvoir. Tu as été sur mes pages Facebook, ou bien sur ma chaîne YouTube, et tu me vois moi-même, hein, me baignant dans des lacs au cœur de l'hiver, ou bien dans mon congélateur coffre, tu sais, qui est rempli de glaçons toute l'année, presque je fais ça. Oui. Donc voilà, ces pratiques sont excellentes, hein, pour le corps, pour le mental, pour le psychisme, hein, pour le développement personnel, pour la confiance en soi, pour la méditation. Et puis, suivant l'intention qui anime ces expositions au froid, on peut sans aucun doute parler de yoga. Mais associer ces pratiques à Tumo, les nommer comme ça, ou bien les associer au Kundalini Yoga, donc peut-être que tu souhaiterais qu'on en parle tout à l'heure, le Kundalini Yoga qui serait l'ancêtre indien de Tumo, là je pense que c'est un peu décalé, parce que c'est léger, c'est une sorte d'erreur. D'accord. Et du coup, j'avais une petite question pour finir peut-être sur le yoga Tumo. Ça serait quels sont les moyens que le yoga Tumo propose pour éveiller ce feu intérieur? Oui, ça on peut en parler, hein. C'est sûr que Tumo est quelque chose qui est caché, hein, qui est secret, mais bon, on peut en parler parce que tu sais qu'il y a une grande différence entre parler des choses et puis la pratique en elle-même, hein.
l'expérience de l'usage de cette technique ou l'expérience de la pratique. Pour décrire cette pratique de Tummo, il faut se référer à l'anatomie yogique qui nous présente le corps comme parcouru par d'innombrables canaux subtils d'énergie par lesquels circule le souffle de vie. Et parmi tous ces canaux innombrables, il y en a 3 qui sont particulièrement importants, qui sont centraux. Donc il s'agit du canal central, donc le long de la colonne vertébrale, le canal central, et puis les 2 canaux latéraux. Et ces 3 canaux arpentent l'axe central. Bon, tout ça, ce sont des représentations très communes qu'on retrouve dans de nombreuses traditions du yoga, avec d'ailleurs autant de variantes que de traditions. Donc, depuis le bas-ventre, les 2 canaux latéraux s'élèvent respectivement verticalement le long de la colonne vers chacune des narines, et puis le canal central vers le sommet du crâne. Et donc, comme tu le sais, sur le canal central, on identifie des zones de concentration de l'énergie, les chakras. Et ces 3 canaux sont, maintenant ça devient spécifique, sont abouchés les uns aux autres à la base du tronc. Dans ce cas de la pratique de Tummo, ils s'abouchent les uns aux autres exactement 4 travers de doigts sous le nombril. Et c'est là, dans cette pratique de Tummo, que tout va se jouer, si on peut dire quoi. Donc cette pratique de Tummo, de l'éveil du feu intérieur, permet de faire s'absorber tous les souffles d'énergie, et en particulier les souffles qui circulent dans les 2 canaux latéraux, de les faire s'absorber dans le canal central, à cet endroit de confluence des canaux, dans le bas-ventre. Et c'est ce travail d'unification du souffle et d'activation de sa circulation dans l'axe central qui amène à une profonde transformation et puis produit cette expérience dont on vient de parler, de joie et de félicité, cette expérience de béatitude. Et qui, pour le dire autrement, amène le pratiquant à l'éveil spirituel. C'est ça, l'éveil spirituel. C'est ça le yoga, l'objectif du yoga. Clairvy, toi, tu es toi-même prof de yoga, tu le sais bien. Je rigole là, mais tu sais, les gens nous appellent au téléphone, surtout maintenant en ce début d'année, et puis ils te demandent c'est à quelle heure le cours de yoga, le cours d'éveil spirituel. Puis-je m'inscrire à votre cours d'éveil spirituel, tu vois? Bon, je rigole parce que c'est vrai que le yoga est vu d'une manière très différente. Mais c'est ça. C'est aussi ça la confusion qu'il y a entre Tummo et les pratiques d'exposition au froid. C'est une confusion d'ailleurs qui ne date pas d'hier, parce que même dans des articles ou des livres sur le bouddhisme tibétain, Tummo est parfois présenté comme une méthode de réchauffement. Les yogis devant résister aux conditions climatiques extrêmes du Tibet. Tu sais, va voir sur Wikipédia, par exemple, ce qu'on dit, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ces récits sont surtout décrits par des observateurs occidentaux. Mais en fait, les Tibétains aussi, ils ont joué à la carte un peu mystique, aguicheuse, touristique du Tummo. Il y a des histoires hautes en couleurs, où il est fait mention, bon, tout le monde a entendu parler de ça, de sortes d'examens ou même de compétitions entre les yogis pratiquant le Tummo, donc à qui on demande par exemple de sécher des draps mouillés qui sont tirés de l'eau d'une rivière glacée et puis qui sont déposés sur les épaules de ces yogis. Ils doivent sécher ça, tout ça en extérieur, sous des températures affolantes, lors d'une nuit de pleine lune. Et avec tout ça, avec ces récits anciens ou même récents, et avec ce Tummo moderne de ceux qui se roulent en maillot de bain dans la neige, on se fait une opinion de Tummo qui n'a pas grand-chose à voir avec la pure merveille qu'est ce yoga ancien, une pratique d'éveil animée par des intentions altruistes. Et puis voilà, juste pour terminer avec ça, d'ailleurs pour revenir un tout petit peu sur la description d'absorption du souffle dans le canal central, je pense que quand j'explique ça, en entendant ça, beaucoup pourraient dire qu'ils y reconnaissent leur propre pratique de yoga, en particulier les pratiquants du Kundalini Yoga.
Et bien sûr, hein, et puis tant mieux d'ailleurs, c'est bon signe, c'est logique de remarquer que les yogas, malgré leur grande diversité, se rejoignent parfois et puis souvent, et puis s'enrichissent mutuellement. Et dans le Kundalini Yoga, qui en fait est le yoga que j'ai un plaisir fou à enseigner, ces pratiques d'éveil du feu intérieur, d'embrasement d'un feu de sagesse, sont vraiment très nombreuses. On pourrait même dire hein, que c'est le cœur même du Kundalini Yoga. D'accord. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout familières avec le Kundalini Yoga, tu pourrais expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que ce yoga, qu'est-ce qu'il a de particulier Oui, le Kundalini Yoga, déjà, il est de mieux en mieux connu, hein. Il est même assez à la mode, hein, je trouve, ces temps-ci. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans les médias ou bien sur les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus du Kundalini Yoga. En tout cas, du Kundalini Yoga selon les enseignements de Yogi Bhajan, qui se développe très bien en France et qui semble interpeller, qui semble étonner, qui semble attirer. Il y a une fantaisie hein, dans ce yoga qui attire. Enfin, qui attire ou qui rebute. Hein. Il faut voir selon les cas. Il faut dire que Yogi Bhajan, donc ce maître hein, qui a apporté ses enseignements en Occident, est un enseignant, était un enseignant qui ne manquait pas de piquant, hein, d'originalité, de créativité. Et le yoga qu'il a enseigné est marqué par cette créativité. C'est un yoga extrêmement diversifié, qui est moderne si on peut dire, tout en s'inscrivant dans une tradition authentique. Peut-être que je peux te parler un peu de Yogi Bhajan, quelques mots. Yogi Bhajan est présenté comme un maillon clé dans une succession d'enseignants. C'est pour dire que, enfin, c'est pour expliquer que ce yoga finalement s'inscrit dans l'histoire. Hein. Yogi Bhajan s'inscrit dans une chaîne de transmission. Donc le propre de Yogi Bhajan, entre autres, hein, dans cette chaîne de transmission des enseignements du Kundalini Yoga, est d'avoir brisé le sceau du secret qui entourait jusqu'alors cette transmission. Et puisque Yogi Bhajan a abondamment enseigné, hein, il a enseigné pendant près de 30 ans, il a touché un très large public. Et il a créé une institution des enseignants. Et tout ça, disait-il, et dit-on encore dans la communauté du Kundalini Yoga, pour servir l'ère du Verseau. On n'a pas le temps de développer ce point ici, de faire de l'astronomie ou de l'astrologie, mais les pratiquants du Kundalini Yoga, comme d'autres d'ailleurs, considèrent qu'en ce moment a lieu la transition du signe des Poissons vers le signe du Verseau. Et qu'il s'agit là d'une transition entre des représentations du monde, des sensibilités, des valeurs très différentes, des manières de penser et puis des manières de vivre différentes. Donc on passe carrément d'un paradigme à l'autre. Et c'est un nouveau monde qui émerge, qui est en train d'émerger. Et les enseignements du Kundalini Yoga sont des outils pour vivre et puis pour cheminer au milieu de ces moments mouvementés. Ce sont des outils, quoi. C'est un yoga qui, malgré le tumulte, ou même s'appuyant sur ce tumulte du changement, permet de cheminer vers l'éveil de la conscience, vers la réalisation de qui nous sommes en vérité. Voilà pour le Kundalini Yoga. D'accord. Et tu aurais des conseils à un débutant qui voudrait se lancer dans ces pratiques, peut-être d'abord le Kundalini Yoga, si le Tummo est un peu plus secret. Même enfin, on peut parler de Tummo. Je n'ai pas trop de conseils à donner. Quelques-uns à peine. Si quelqu'un est intéressé par la pratique de Tummo, d'ailleurs rien que ça, c'est déjà un peu bizarre de le dire ainsi, être intéressé par la pratique de Tummo, mais disons que si tu ressens des affinités pour le bouddhisme tibétain, cherche tout d'abord à te rapprocher d'une sangha, c'est-à-dire d'une communauté. Et puis, bien évidemment, cherche un enseignant, un maître authentique qui te corresponde et puis qui est disposé à te délivrer les enseignements, les transmissions et puis les initiations. Enfin, tout ce qui constitue le nécessaire pour cheminer sur cette voie. Voilà, le seul conseil, c'est ça, hein, c'est les 3 éléments qu'il te faut rassembler. Un maître, son enseignement
et un groupe de pratiquants pour ne pas cheminer seul. Si tu rassembles ça, sans aucun doute, tu te retrouves là au début d'un chemin royal, quoi. Parce que le bouddhisme tibétain, il est parfaitement balisé, il est parfaitement sécurisé, il est soutenu par une tradition millénaire. Tu sais, le souffle du Bouddha anime cette tradition. Alors qu'est-ce que tu pourrais rêver de mieux? Voilà pour le Tummo, pour ceux qui seraient attirés par le bouddhisme tibétain. Celui qui serait intéressé par le Kundalini Yoga, comme conseil, c'est simple, hein. Tu vas juste à un cours de Kundalini Yoga et puis tu pratiques. C'est tout à fait accessible. D'accord. C'est accessible à tous. Tu sais, je te dis que le Kundalini Yoga est accessible parce que le Kundalini Yoga convient parfaitement à l'esprit occidental, à notre manière de voir, nous, les Occidentaux. En Occident, on apprécie beaucoup, et puis on a beaucoup d'expérience aussi à travailler avec la matière, avec l'énergie. Mais le Kundalini Yoga, c'est ça qu'il nous propose. C'est exactement de ça dont il s'agit. C'est jouer avec la matière, jouer avec l'énergie, les manipuler, les arranger, les transformer. Avec le feu intérieur, dans le Kundalini Yoga, on fait exactement ça. À la différence que ce n'est pas avec c'est pas avec l'énergie extérieure, c'est avec notre énergie interne, avec nos ressources personnelles qu'on travaille. C'est avec nos ressources de plaisir, de colère, de désir, de peur que l'on joue, que l'on travaille. D'accord. Et voilà. Et puis il faut reconnaître une chose aussi, nous on n'est pas très patients, hein. Enfin je le constate au quotidien en observant mes propres comportements et puis celui des autres. On aime obtenir des résultats satisfaisants, hein, assez rapidement. Eh bien, cette satisfaction immédiate, le Kundalini Yoga te la procure. Le Kundalini Yoga, c'est très simple, hein, c'est très concret, c'est scientifique, si on peut dire. Ouais, c'est ça, scientifique. Le Kundalini Yoga, c'est une sorte de technologie très logique. Avec le Kundalini Yoga, tu n'as pas besoin de croire que le feu intérieur procure la joie et la félicité pour que ça marche. Tu fais juste la pratique, en confiance, et tu obtiens les résultats. D'accord. Ça donne envie de s'inscrire à un cours, en tout cas. Oui, il faut aller voir. Et peut-être pour terminer, une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu as des routines, des habitudes qui t'aident à te centrer, ou des projets que tu as envie de développer dans les années à venir? Écoute, des projets, je n'ai pas l'impression d'avoir de véritables projets. Bon, il y a effectivement des petites choses dans lesquelles je me suis engagé récemment. Depuis 2 ans, c'est vrai que mes pratiques habituelles, qui étaient assez diverses et issues du bouddhisme ou de l'hindouisme, m'ont amené à explorer l'univers du froid. Ça, c'est vrai. Mes pratiques... c'est vrai, quelle que soit l'origine des pratiques, se sont, j'ai l'impression, comme cristallisées, si on peut dire, autour de l'outil qu'est le froid. Et continuons à creuser des petits trous de ci, de là, comme je t'ai dit au début. Eh bien, ce yoga du froid m'a amené vers des espaces inexplorés de moi-même. C'était une grande découverte. Et tout ça est très inattendu et même un peu surprenant. Pour preuve, par exemple, comme territoire inexploré et complètement fantaisiste, le yoga du froid m'a amené à une pratique sportive assez peu commune, la nage hivernale, donc la nage en eau glacée. Et il se fait que dans 2 semaines, je m'en vais d'ailleurs nager, concourir au championnat du monde de nage en eau glacée en Slovénie. Donc voilà à quoi je me prépare, disons, depuis une grosse année, et puis qui occupe pleinement mes pensées et mon quotidien actuellement. Mais bon, c'est pas des projets, hein. D'ailleurs, je ne me pose pas trop de questions, enfin plus trop de questions sur le fil de ma vie. J'ai longtemps fait ça, hein, j'ai longtemps dirigé ma vie contrainte, pliée vers l'une ou l'autre direction, vers tel ou tel objectif. Mais bon, c'est fini ça. Maintenant, je me laisse plutôt porter autant que possible, hein, autant que faire se peut. Je me laisse porter par les rencontres, par les expériences qui me sont proposées.
Et la richesse est rarement là où on la cherche. Hein. Et puis même à l'échelle de mes 50 années de randonnée sur cette planète, je dois m'incliner devant la constatation que les enseignements nous sont offerts dans le vécu de tous les événements de la vie, tous les événements, quels qu'ils soient. Je n'ai pas toujours dit ça, hein. Je n'ai pas souvent dit ça, et puis je n'ai pas toujours non plus la clarté d'esprit de vivre harmonieusement avec cette constatation que la beauté est partout. Mais bon, j'y travaille, quoi. J'y travaille. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien, pour cette discussion et tous ces éclairages sur ces pratiques du yoga. Et écoute, c'était un plaisir, hein. Merci beaucoup à toi. À bientôt Jean-Pierre, bonne soirée. Ouais, salut Claire-Vie. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.